Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous serons officiellement 7 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici la fin du mois, ce qui pose de très nombreux défis. Et d'ici 2050, nous serons 9 milliards d'hommes, 9 milliards de bouches à nourrir. L'homme qui demande de plus en plus à la Terre pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire ses ressources et pour satisfaire ses besoins de consommation. Pour discuter de tous ces défis, nous sommes avec Marion Guilloux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez écrit 9 milliards d'hommes à nourrir, vous l'avez coécrit avec Gérard Matteron et vous êtes respectivement responsable de l'INRA et du CIRAD, les deux principaux instituts agronomiques français. Alors une première question, eh bien, est-ce que si on ne change rien à notre façon de produire, à notre façon de consommer, est-ce qu'on court à la catastrophe en 2050 ? Alors d'abord, si nous ne changeons rien à la situation, la première chose sont les problèmes de pauvreté. C'est-à-dire que nous continuerons avec une situation dans laquelle près d'1 milliard, un petit peu moins heureusement maintenant, de personnes sont sous-nourries, n'ont pas assez accès à l'alimentation, tandis que 1,4 milliard ont trop à manger. Donc aujourd'hui, la situation, ça n'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, mais c'est que pour des raisons de pauvreté, certains n'ont pas à manger. Donc je ne crois pas que ce soit une situation acceptable dans la durée, d'où notre première priorité qui est d'investir dans les zones rurales pour lutter contre la pauvreté et pour développer l'agriculture dans ces zones qui elle-même va permettre le développement rural. Donc première chose à changer, c'est bien cette lutte contre les inégalités, contre la pauvreté et ces investissements à faire dans l'agriculture, dans les zones pauvres, puisque la plupart des gens qui ont faim dans le monde sont des gens qui vivent en zone rurale, malgré l'impression qu'ont pu donner les émeutes de la faim en 2008. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à changer globalement dans le monde ? C'est la pression que l'agriculture, comme d'autres activités, exerce sur les milieux et sa contribution au changement climatique. Et donc, diminuer les pressions et les émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture globalement, c'est quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant pour préparer le monde de 2050. Alors je vais commencer par la première recommandation dont vous parliez. Vous parliez de cette inégalité de répartition des richesses, des revenus, et vous recommandez de manger mieux, d'éviter les pertes et les gaspillages. Alors on a du mal à comprendre comment le fait de faire un régime pour caricaturer aux gens du Nord, ou pas seulement d'ailleurs, également aux gens du Sud qui ont beaucoup d'argent, comment faire un régime pourrait arranger la situation pour des populations du Sud. Alors d'abord, quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est produit dans les champs, il y a environ entre 30 et 50%, soit de pertes, soit de gaspillage. Donc entre 30 et 50% de la production par l'agriculture est perdue ou gaspillée. C'est énorme quand on sait qu'il y a des besoins et des besoins qui seront croissants à l'avenir et des pressions sur les ressources naturelles. Donc ces gaspillages dans certaines zones, par exemple dans certaines zones africaines, c'est au champ, les parasites au champ, ou dans les silos de stockage. Une très belle expérience a été faite sur le terrain de mise en place de silos métalliques en Amérique centrale et on diminue les pertes de 20% à ce moment-là, simplement par ces équipements aérés. Dans d'autres pays, les pertes sont plutôt dans la chaîne de transformation ou de restauration, jusque chez le consommateur. Une étude en Grande-Bretagne ou aux États-Unis a montré qu'il y avait environ 30% de pertes chez le consommateur. Donc oui, globalement, l'humanité doit réduire les différentes pertes et gaspillages aux différents niveaux de la chaîne alimentaire. Et pour ce qui est des pays du Nord, justement, là, vous parlez notamment de manger mieux, de manger moins aussi, parce qu'on mange trop, moins de viande notamment. Et ça, quel impact ça peut avoir justement sur les pays du Sud ? Alors aujourd'hui, donc, vous avez d'énormes différences entre le régime, la disponibilité alimentaire, ce qui est disponible pour l'alimentation, par exemple aux États-Unis ou dans les zones de l'OCDE, et certaines zones, par exemple, d'Afrique subsaharienne. Donc ça peut être une différence entre 4800 kilocalories par personne et par jour et 2200 de l'autre côté. Donc c'est une terrible différence. Or, sur la planète, on produit assez pour nourrir l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Les 3000 kilocalories de disponibilité alimentaire sont là pour l'ensemble de l'humanité. Mais les inégalités et les difficultés d'accès font que, un peu partout d'ailleurs, on a cohabitation de personnes qui mangent trop et de personnes qui ne mangent pas assez ou qui ont des déséquilibres alimentaires. Alors oui, si nous imaginons un monde durable,
aux différents sens du terme, où les gens se maintiennent en bonne santé et où la planète est en bonne santé et où, de fait, tous ont accès à une alimentation suffisante, ça suppose notamment de modérer les régimes alimentaires pour les personnes qui, de fait, aujourd'hui, soit ont accès, soit consomment plus que les besoins, normalement, de chaque personne, 2200 kilocalories par jour. Donc oui, pour que les modèles soient durables, il faut diminuer ces excès alimentaires. Eh bien, un chiffre assez éloquent d'ailleurs, hein, selon une étude qui était parue en 2009, 40% de l'alimentation disponible aux États-Unis est gaspillée chaque année. Alors une autre recommandation essentielle, évidemment, concerne l'agriculture. Vous en parliez également. Il faut améliorer les rendements, produire plus, produire mieux, et tout ça sans dégrader la planète. Est-ce que c'est possible ? C'est certainement possible, mais avec beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche. Et comme je le disais, dans l'immédiat, il y a toujours les mesures de court terme et les mesures de long terme. À court terme, un investissement en agriculture permettra dans des zones où on a peu accès aux semences, peu accès aux matières fertilisantes, peu accès au marché parce que les routes sont mauvaises, peu accès aux formations ou aux innovations. Ça permettrait d'améliorer la situation dès maintenant. Et puis, il faut lancer dès maintenant les programmes de recherche pour préparer l'agriculture productive et écologique du futur, ou les agricultures productives et écologiques du futur, puisqu'on gardera une diversité de modèles à travers le monde, à la fois pour des raisons de milieu naturel et pour des raisons de culture. Donc il nous faut préparer ces innovations pour ces agricultures productives et écologiques. Alors de la génétique, de l'étude des microbes du sol, de l'étude des dégagements de gaz, de l'étude d'adaptation aux futures conditions climatiques. Donc c'est à la fois de l'action aujourd'hui et pour demain. Donc vous parliez de l'étude sur la génétique notamment. Alors on sait qu'ici en France, on est plutôt hostile aux organismes génétiquement modifiés, en tout cas le gouvernement. Il n'y a pas de recherche qui soit développée, favorisée par le gouvernement en tout cas là-dessus. Quelle est votre position sur ces OGM ? Alors en tant qu'organisme de recherche agronomique, nous voulons rester compétents. Vous savez qu'à plus de 100 millions d'hectares dans le monde sont cultivés avec des plantes génétiquement modifiées dans différentes zones du monde. Donc pour un organisme de recherche agronomique, il est très important de garder une compétence. Et comme vous le savez, une compétence, c'est long à acquérir et facile à perdre. Donc comment est-ce qu'on garde des compétences ? D'abord dans les laboratoires, puisque dans un laboratoire, pour étudier les fonctions des gènes, on a besoin d'éteindre ces gènes pour voir quelles étaient leurs fonctions. Donc, en laboratoire, on utilise la transgénèse pour ces études un peu théoriques, de compréhension des plantes, de compréhension du développement, de compréhension de l'action des parasites. Ensuite, parfois, c'est pour mettre au point des essais, c'est-à-dire pour voir si telle ou telle construction permettra de résister à une attaque d'un parasite ou d'être plus robuste en cas de période de sécheresse. En revanche, dans notre institut, aujourd'hui, nous n'avons plus de travaux sur des innovations, c'est-à-dire des plantes prêtes à sortir en champ, portant des modifications génétiques, parce qu'il y a une question d'arbitrage financier. Vous savez, les budgets sont toujours limités. Et donc aujourd'hui, vu la faible demande de nos sociétés françaises et européennes, nous n'avons plus d'innovation en cours. En revanche, vous déplorez ? Non, je crois que c'est simplement... c'est à la société de choisir le modèle de plantes qu'elle souhaite consommer ou pouvoir cultiver dans son environnement. Ça n'est pas aux chercheurs de décider. Par contre, ce qui est vraiment important, à mon avis, pour des responsables d'organisations de recherche comme nous, c'est de garder les compétences nécessaires en appui à l'expertise, comme en appui à l'innovation, le jour où, changement climatique aidant, il nous faudrait, le cas échéant, mettre au point rapidement une nouvelle variété. Avez-vous dans la tête que pour mettre au point une nouvelle variété de blé ou de riz ou de maïs, c'est 10 à 15 ans. Donc, vous imaginez l'utilité, soit par des biotechnologies classiques, soit par l'introduction par un OGM, de sélectionner plus vite en cas de circonstances non prévues aujourd'hui. Donc, pour nous, il faut garder une accession possible aux outils et c'est la société qui décide si oui ou non elle en veut. Alors Marion Guilloux, dans votre ouvrage, vous revenez également sur les émeutes de la faim qui ont secoué plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne en 2008. Alors selon vous, selon votre analyse, ce n'est pas un problème de manque de nourriture, du fait qu'il y ait trop peu de nourriture dans ces pays, mais tout simplement un problème de pauvreté, de misère ? Oui, ça a été clair. Au moment de 2008, les émeutes, je crois que dans 32 pays, les gens n'avaient plus accès, surtout les personnes qui vivaient en ville, n'avaient plus accès aux denrées de base pour leur alimentation. Et c'est très clairement un problème de prix, c'est-à-dire qu'il y a eu une volatilité excessive des prix par le haut.
Et à ce moment-là, vous vous souvenez en Égypte, par exemple, où le pain est donc aidé, est une denrée de base, et les gens n'avaient plus de quoi s'offrir l'alimentation de tous les jours. Donc effectivement, à ce moment-là, ça n'a pas été une question de pénurie. Nous n'avions pas de pénurie de quantité alimentaire dans le monde, mais bien un problème d'accès économique et donc de prix, à la fois de pauvreté et de prix excessifs à un moment donné, donc de volatilité des prix. Donc, d'où votre recommandation de limiter justement cette volatilité des prix. Alors, je voulais parler d'une dernière chose avec vous, c'est de cette crise économique qui secoue le monde en ce moment. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il n'y ait pas d'argent disponible pour, justement, pour la recherche dont vous parliez, pour faire tous ces investissements dans l'agriculture, parce qu'on pense uniquement à résoudre cette crise aujourd'hui, maintenant, en 2011 ? Alors bien sûr, la crise est un fait et va sûrement changer pas mal de réactions, notamment publiques et gouvernementales. Aujourd'hui, en tous les cas, dans plusieurs pays, dont la France, la décision du gouvernement a été plutôt d'investir dans tout ce qui était potentiellement source de futur développement économique. Et donc, par exemple, les crédits des investissements d'avenir encouragent beaucoup les recherches et les innovations. Et dans les thèmes prioritaires, on retrouve les biotechnologies vertes, on retrouve les biotechnologies blanches pour obtenir par de nouvelles voies des produits chimiques, des matériaux ou de l'énergie en utilisant le carbone renouvelable. Et on trouve aussi les problèmes d'alimentation. Donc, de fait, selon les réactions des gouvernements, oui, il y a un problème budgétaire certain. Oui, nous devons, par exemple, à l'INRA, réduire notre budget de fonctionnement de 10%. Mais en même temps, pour les investissements de recherche, on a une priorité particulière pour maintenir une capacité d'innovation pour demain. Merci beaucoup Marion Guilloux d'avoir été notre invitée sur France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 9 milliards d'hommes à nourrir, coécrit avec Gérard Matteron. Restez sur France 24 tout de suite, d'autres informations.